Alors bonjour, merci d'être venu. On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Olivier Manoni, qui est donc traducteur et journaliste, qui est aussi le concepteur et le directeur depuis 2012 de l'école de traduction littéraire qui a été créée par le Centre national du livre. Et donc, nous souhaitions vous recevoir aujourd'hui, Olivier Manoni, pour parler notamment du travail de traduction que vous avez réalisé pour la réédition critique de Mein Kampf, travail qui vous a amené à écrire un essai passionnant intitulé « Traduire Hitler », donc on va en reparler. Mais peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours, à la fois en tant que traducteur, mais aussi en tant que journaliste, et nous expliquer un peu comment ces deux activités se sont, disons, nourries mutuellement dans votre parcours? Alors, en fait, j'ai commencé les deux en même temps. Quand j'étais en Cagne au lycée Henri IV, j'avais décidé de ne pas avoir le concours, ce que j'ai très brillamment réussi. Et en fait, pendant la Cagne, j'ai commencé à travailler comme pigiste à droite à gauche, notamment à Libération à l'époque. Et dans le même temps, j'ai commencé aussi, pour gagner un peu ma vie, à faire des traductions. Tout ça a duré jusqu'à pendant 3 ou 4 ans à peu près. Après, j'ai eu ce qui existait encore à l'époque, un service militaire qui m'a un peu coupé les ailes, mais où j'ai eu la chance d'avoir une commande de très grosses traductions qui, en fait, m'a permis de faire mon service militaire en traduisant. Donc, j'étais secrétaire dans l'armée de l'air, ce qui était un poste tranquille. Et la nuit, je faisais des traductions. Et en fait, quand je suis revenu, j'ai continué, j'ai travaillé dans un théâtre pendant 4 ans, et puis au bout de 3 ou 4 ans, j'étais assez épuisé par ce travail qui est très très fatigant, et j'avais déjà traduit 7 ou 8 livres, et donc je me suis dit on se lance, et depuis en fait j'ai plus jamais arrêté. Voilà, en gros le parcours est tout bête, quoi. Entendu. Et donc, quand on vous a présenté finalement quand on vous a demandé de participer à l'édition critique de Mein Kampf, comment est-ce que vous avez reçu le projet? Est-ce que c'était une évidence pour vous tout de suite d'accepter, ou au contraire, il y a eu des questions que vous êtes posées, notamment éthiques, j'imagine, sur la nécessité ou non de participer à ce projet-là de réédition, et qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez accepté? Je crois qu'il faut revenir un peu en arrière pour comprendre. Je suis traducteur littéraire, donc je traduis des livres, hein, en gros c'est ça que ça veut dire. Je traduis 3 types de livres principalement, enfin pas principalement, 3 types de livres. De la littérature, en général de la littérature contemporaine, avec un auteur comme Martin Suter en ce moment, dont on parle pas mal pour son dernier roman Mélodie qui vient de sortir. De la philosophie, j'ai principalement 2 auteurs, un qui s'appelle Peter Sloterdijk et un autre qui s'appelle Byung-Chul Han, qui est un auteur coréen qui a été métallurgiste en Corée du Sud et qui est arrivé en Allemagne, qui a appris l'allemand et qui est devenu philosophe, et qui maintenant enseigne au très prestigieux Zentrum für Gestaltung de Karlsruhe. Ça, c'était mes 2 premiers pans de mes activités de traducteur. Et le troisième, ça a commencé très très vite, puisqu'en fait, à partir des années 90, on m'a demandé de travailler sur ce type de livres. C'était des livres sur la période 1933-1945 en Allemagne, c'est-à-dire principalement l'histoire du nazisme, mais aussi l'histoire de ce qui a précédé, l'histoire de l'antisémitisme en Allemagne. Et sur le nazisme lui-même, j'ai eu à travailler sur toutes sortes de problématiques. J'ai traduit le livre d'un sociologue qui s'appelle Wolfgang Sowski, par exemple, qui a longuement travaillé sur la structure sociale des camps de concentration, et qui a réussi à en dégager des grandes lignes extrêmement intéressantes qui servent après en recherche pour d'autres configurations du même type. J'ai traduit 2 livres particulièrement épouvantables, enfin surtout le second, sur la médecine nazie. Le second, c'était un livre de Ernst Klee qui s'appelle la médecine nazie et ses victimes, qui était un livre d'une précision absolument redoutable, et qui constitue une somme sur ce qui s'est passé à ce moment-là, et une somme de l'abomination humaine. Je pense qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui s'est passé dans ce domaine-là. J'ai traduit un autre livre de Peter Reichel qui m'a extraordinairement intéressé, qui s'appelle La fascination du nazisme, qui montre comment ce régime qui est arrivé au pouvoir légalement, mais qui l'a
solidifié, conquis et conservé jusqu'en 1945 par la force et la violence, l'a aussi conservé en mettant un certain nombre de points de techniques de persuasion et de séduction qui lui ont permis d'avoir pratiquement jusqu'à la fin de la guerre, et en tout cas jusqu'à la première énorme défaite de l'armée allemande à Stalingrad, le soutien d'une population qui était pourtant mise à mal. Il y avait énormément d'hommes qui partaient au combat, il y avait énormément de morts, des conditions économiques difficiles. Et Reichel démontre tout ça, mais on pourra peut-être revenir après sur ce point précis, parce que c'est un des points les plus intéressants de cette période. Voilà. Et puis, dans ce flot de livres, il y en a à peu près 30 ou 40, je n'ai pas fait le compte, j'ai aussi traduit quelques textes dits sources, c'est-à-dire non pas des livres sur le nazisme, mais des textes écrits par des personnages importants de cette période. J'ai traduit notamment un quart du journal de Joseph Goebbels qui a paru chez Talandier en France dans les années 2000, je crois, si je me rappelle bien, sous la direction de Denis Péchanski, et je vais revenir sur cette idée de sous la direction après. J'ai traduit le journal de Rosenberg, qui était l'ennemi juré de Goebbels, et qui a joué un rôle extrêmement important, d'abord comme idéologue, puis comme ministre des territoires de l'Est du régime nazi. J'ai traduit un livre tout à fait étonnant, qui était les lettres de Himmler à son épouse, qui était étonnant et qui rejoint ce film dont on parlait à l'instant, ce centre d'intérêt, c'est ça ? Zone d'intérêt, pardon. Parce qu'on y voit deux espèces de petits bourgeois complètement imbéciles, des caricatures de... Enfin, Himmler était éleveur de poulets, hein, je veux dire, c'était vraiment... qui échange donc sur la castration des poulets, sur les grains qu'il faut leur donner. Et puis Madame Himmler qui va faire ses courses, qui vient du marché, qui demande ce qu'il faut acheter. Voilà, jusqu'au moment où on découvre qu'en fait, ces courses, elle va les faire au jardin de Dachau, qui est à côté. Et ce sont les gens qui sont en camp de concentration, qui ont une durée de vie à peu près de 15 jours ou 3 semaines dans la plupart des cas, et qui font pousser les salades de Madame Himmler. Donc c'était un texte en creux assez terrifiant, et qui rejoignait ce que Hannah Arendt a appelé à tort pour ce qui concerne Eichmann, mais c'est quand même un concept intéressant qui rejoignait l'idée de banalité du mal. Voilà. Tout ça fait qu'en 2012, quand on pourra aussi revenir sur les circonstances, quand le problème de l'inéluctable réédition de Mein Kampf en France s'est posé auprès d'un certain nombre d'historiens, y a un éditeur qui m'a appelé en me disant, écoutez, voilà, on est parti sur un projet d'édition critique et on pense que vous êtes le mieux à même de travailler dessus. Pour répondre à votre question, ça fait toujours un choc, et c'est assez bizarre parce que j'aurais pu avoir un choc pour le journal de Goebbels, j'aurais pu avoir un choc pour celui de Rosenberg, mais il se passe quelque chose avec Mein Kampf qui ne relève pas de la rationalité, qui relève de la nature même de ce qu'est, ou ce qu'était en tout cas ce livre à l'époque, c'est-à-dire une espèce d'objet maudit auquel on ne touchait pas. C'est le meilleur moyen de garder un objet maléfique dans son état maléfique, et donc de lui conserver son pouvoir, en fait, qu'on n'analysait pas, ou très peu, et qui, tout en étant en vente libre en France, ne faisait l'objet d'aucune espèce d'édition critique complète, avec une remise en relief qui est absolument nécessaire de ce qu'il contenait. Voilà. Donc, quand le projet m'a été présenté, j'ai présenté mes conditions habituelles, c'est-à-dire que je ne travaille jamais sur ce type de texte s'ils doivent être publiés en l'état, parce que c'est de la propagande, tout simplement. Et donc, on m'a tout de suite assuré qu'une équipe importante et nombreuse de gens très respectés et extrêmement compétents, on m'a parlé déjà de Christian Ingrao à l'époque, de Denis Péchanski, de David Gallo, aller travailler avec moi et constituer une édition critique autour du livre. C'est-à-dire, non pas éditer un livre, mais éditer une espèce de manuel d'accompagnement pour ce livre-là. Donc j'ai accepté. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez accepté, mais néanmoins, en tant que traducteur, j'imagine, parce que nous, on l'éprouve aussi en recherche parfois, côtoyer ces textes, c'est aussi un engagement un peu personnel aussi, de se dire, voilà, pendant des années, je vais côtoyer ce type de texte,
voilà, passer mes journées avec ce type de texte, il faut avoir... on en parlait tout à l'heure sur la zone d'intérêt. Vous me disiez que vous ne souhaitiez pas aller le voir parce que vous l'aviez déjà assez... disons, éprouver cette réalité dans votre travail. Dans mon travail, j'ai une distance professionnelle, si vous voulez, qui me permet dans presque tous les cas, sauf dans ce livre sur la médecine, où là, il y a vraiment des moments où j'ai craqué, dans presque tous les cas, de garder une espèce de froideur professionnelle, si vous voulez, comme un chirurgien qui opère des trucs épouvantables et qui se dit, bon, voilà, c'est mon métier. Au cinéma, c'est autre chose. Je ne suis jamais allé voir La vie est belle non plus. Je n'ai jamais pu le voir. Et parce que cette émotion-là peut me submerger totalement. Donc, je n'ai pas envie d'aller voir ça, d'autant plus que je sais, mais c'est un film superbe, je sais qu'il est absolument extraordinaire. C'est très bien que les gens aillent le voir pour savoir ce qui s'est passé là-bas, pour savoir à quel point la monstruosité a côtoyé le quotidien, la banalité, etc. Mais tout ça, je le sais. Maintenant, j'ai tellement traduit, etc. dessus. Après, travailler sur Mein Kampf, c'est un texte que je connaissais puisque je le rencontrais tout le temps. Quand vous travaillez sur cette histoire, vous avez des citations de tous les côtés. Je connaissais aussi le texte français existant. On pourra revenir peut-être 5 minutes sur son histoire parce qu'elle est très intéressante, qui a été publiée en 1934, qui est une traduction de 1934 avec les techniques de traduction qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire, c'est une traduction extrêmement lissée. Le but était de faire connaître ce texte aux Français, non pas pour faire de la propagande, mais pour que les Français sachent ce qui allait se passer, parce que c'est un texte qui annonce un certain nombre de trucs, notamment dans le domaine militaire, dans le domaine de la politique belliciste qu'allait mener Hitler. Et un certain nombre de Français voulaient que ça soit connu. Je fais peut-être une parenthèse sur cette édition française pour bien qu'on comprenne bien ce que c'était. Mein Kampf a été écrit en 1925-26 à peu près par Hitler, à un moment où il est en prison, mais dans une prison dorée, à la forteresse ou à la citadelle du Landsberg. Il a tenté une espèce de putsch assez lamentable en Bavière. Plusieurs de ses compagnons sont morts. Il y a eu des policiers blessés et tués. Et donc, il est condamné à une peine de prison extrêmement légère de 5 ans, dont il ne va pas faire la moitié. Il y a une espèce de crainte d'agir contre lui en Allemagne. Il a des complicités partout. Le responsable de Landsberg est lui-même un nazi. Hitler dispose non pas d'une cellule, mais d'une pièce à lui qui n'est pas fermée, d'une autre pièce à côté où il peut rencontrer des gens, et d'une table. Il voit tellement de monde qu'il y a une table à peu près de cette taille-là, parce que des descriptions que j'en ai vues, où les gens viennent déposer de quoi boire, de quoi manger, de quoi lire, etc. Donc il fait ça dans des conditions extraordinaires, mais à l'extérieur, dans son propre parti, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, il y a des gens qui commencent à dire qu'il en a trop fait et qu'il va falloir le remplacer. Donc il va écrire ce livre pour reprendre sa place politique en tentant de se faire passer pour un intellectuel avec un vrai projet politique, ce qu'il n'est absolument pas. Voilà. Je ferme la parenthèse sur Mein Kampf, on reviendra peut-être sur le fond de Mein Kampf, on reviendra certainement dessus tout à l'heure. En 1934, donc près de 10 années plus tard, une maison d'édition française qui s'appelle les éditions Fernand Sorleau décide de publier ce livre. Il se trouve que cette maison d'édition qui appartient donc à M. Sorleau est extrêmement liée à l'extrême droite, et plus précisément aux Maurassiens. Vous allez me dire, ah bon, bah, c'est normal, ils font de la publicité pour l'extrême droite. Ça, c'est des raisonnements du début du XXIe siècle. Ce n'est pas du tout le cas. Les Maurassiens sont antisémites, ils sont partisans d'un pouvoir dictatorial et royaliste, ils sont assez violents, mais ils sont aussi, à l'époque et surtout, anti-Bosch. C'est-à-dire que l'Allemand et l'Allemagne restent les ennemis héréditaires. Et quand les gens de l'Action française lisent ce livre, ils comprennent très bien qu'ils vont pouvoir s'en servir pour ranimer la haine de l'Allemagne en France. Il y a de quoi. La France est attaquée pratiquement à toutes les lignes, il n'y a évidemment pas qu'elle. Il y a très visiblement des intentions bellicistes très claires contre la France, notamment pour ce qui concerne les territoires rhénans qui sont exprimés dans ce livre, et pour ce qui concerne aussi l'Alsace et la Lorraine. Et donc, les Maurassiens se disent, ben voilà, on a le texte qui va prouver aux Français qu'il est grand temps de se réarmer. Un petit peu ce qui se passe en ce moment avec notre attitude vis-à-vis de Poutine. Hein. J'ai des parallèles historiques qui s'installent en ce moment, qui sont assez frappants, mais on reviendra là-dessus aussi. Et puis les Maurassiens sont antisémites, et ils sont aussi très contents
de publier un livre qui est bourré d'antisémitisme du début à la fin. Donc ils ont les deux avantages. Très curieusement, ils vont être aidés dans cette tâche par l'ancêtre de la LICRA, qui s'appelle à l'époque la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui avant de cette édition. La LICA, elle aussi, bien entendu, on est en 1934, donc les premières persécutions ont commencé. Hitler est au pouvoir depuis un an, les premières lois raciales ont été promulguées et ils savent pertinemment ce qui se passe en Allemagne et ce qui va se passer derrière. L'extermination totale du peuple juif n'est pas encore programmée et n'est pas encore à l'ordre du jour, mais la LICA et les milieux juifs français savent pertinemment qu'il y a un danger mortel pour les juifs d'Allemagne et vraisemblablement aussi pour les juifs d'Europe de l'Est, parce que tout le monde sait par Mein Kampf que Hitler a des visées très très claires sur ce qu'il appelle son Lebensraum, son espace vital à l'Est, donc la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Et tous ces gens-là donc, vont s'allier pour publier ce livre en France. Le livre va être interdit, mais il ne va pas du tout être interdit par le gouvernement français. Il va être interdit parce que Hitler est furieux que le livre sorte en France, d'autant plus furieux que c'est une édition pirate et que donc il ne touche pas de droit, alors qu'il a gagné une fortune avec l'édition allemande, qui a fait entre 1926 et 1945, il y a 12,5 millions d'exemplaires de Mein Kampf en allemand qui sont diffusés auprès du public et dont une très très large partie sont vendus et rapportent vraiment une fortune à Hitler. Et donc c'est lui qui, par l'intermédiaire de son éditeur allemand, Hamann, va porter plainte en France pour contrefaçon et qui va obtenir effectivement, ce qui est tout à fait logique puisque l'éditeur sort sans avoir acheté les droits, qui va obtenir l'interdiction du livre en France. Le livre va être pilonné, mais avant le passage au pilon, la LICA affrète 4 ou 5 camions, va dans les entrepôts de Sorleau et va sortir 5000 exemplaires qui vont être diffusés en France auprès de tout ce que la France compte de militaires de haut rang, d'hommes politiques influents, de penseurs, d'écrivains, etc. Donc ça, on a des témoignages assez précis de ce qui s'est passé en France à l'époque, des gens qui l'ont lu. Il y en a qui sont très impressionnants. Geneviève Antonios de Gaulle, qui est la nièce du général, qui a été une résistante illustre, raconte que c'est parce que son père l'a forcée à lire ce livre en 1934 qu'en 1940, elle est entrée immédiatement dans la résistance dès que les Allemands sont arrivés en France. Et puis on a des témoignages à droite, à gauche, dont, pour détendre un peu l'atmosphère, celui de Marcel Pagnol, dont on a l'exemplaire qui a juste marqué sur la page de garde « Quel con !» point d'exclamation. Voilà. Donc ce livre sort en France comme ça, il va rester pendant des années et des années l'unique édition. En 1979, face à une première vague de montée de l'antisémitisme en France, la LICRA, cette fois-ci, porte plainte et fait un procès à Sorleau, puisque c'est toujours le même éditeur, et obtient une très courte introduction de 4 pages rappelant que ce livre est à l'origine du nazisme, à l'origine de la Seconde Guerre mondiale et surtout à l'origine de la Shoah, et donc de la disparition d'au moins 6 millions de personnes dans la Shoah par balle et dans les camps d'extermination. Voilà. Donc ce livre continue à être en vente aujourd'hui. C'est un livre qui n'a absolument aucune espèce d'appareil critique, sinon des notes assez niaises des traducteurs qui eux-mêmes étaient pour l'un maurassiens, pour l'autre aux croix de feu. Voilà. Vous avez le... Oui, et donc maintenant il y a cette édition critique qui est parue, voilà, qui justement accompagne le texte, le contextualise, l'analyse. Alors le problème que se sont posés les historiens, mais du monde entier, c'est que le droit d'auteur européen, mais il est pratiquement appliqué à l'échelle mondiale maintenant, prévoit que 70 ans après la mort d'un auteur, son texte passe dans le domaine public et que n'importe qui peut le publier gratuitement et en faire pratiquement ce qu'il veut, en tout cas le diffuser sans aucune espèce de problème. Or, en Allemagne, ce livre est interdit depuis 1945. En 1945, les Américains, quand ils sont arrivés, ont décidé un blocus total sur la totalité des droits d'auteur de toutes les personnalités qui avaient été impliquées dans le régime nazi. Il y avait Goebbels, il y avait Himmler, il y avait Göring, il y avait Hitler et donc Mein Kampf. Quelques mois plus tard, ils ont confié la gestion de ces droits au Land de Bavière, ce qui était d'ailleurs une décision assez bizarroïde parce que la Bavière était
le lieu de naissance du nazisme, pratiquement le lieu de naissance de Hitler, qui était né en Autriche, mais qui est venu s'installer très très vite en Bavière après. Donc c'était une décision bizarroïde, mais le Land de Bavière avait d'une certaine manière la garde de ce livre. Il pouvait interdire de nouvelles publications de Mein Kampf dans le monde entier, puisque c'est lui qui détenait les droits. Et c'est ce qu'il faisait. En Allemagne, il n'y a eu aucune publication de Mein Kampf officielle après 1945 et jusqu'en 2015. Donc en 2010-2011 à peu près, il y a eu une tribune internationale qui est parue notamment dans Le Monde d'historiens qui disait, écoutez, voilà, ce texte, il va sortir. On sait qu'il va être diffusé sans aucune espèce de commentaire, sans aucune espèce de précaution. C'est un texte qui est dangereux et donc il faut qu'on fasse quelque chose. Sur cette base, en 2011, en France, c'est Anthony Rowley, qui était un très grand historien et éditeur qui est décédé peu après, qui a décidé de lancer ce projet. Et son successeur, Fabrice d'Almeida, m'a appelé quelques semaines plus tard, après sa mort, pour me proposer ce travail. En Allemagne, le même projet a été lancé par l'Institut für Zeitgeschichte, l'Institut d'histoire contemporaine, qui est un immense institut de recherche historique, qui fait un travail considérable. Et le projet a été lancé sous la direction d'un monsieur qui s'appelle Andreas Wieching, un projet qui est à peu près identique à ce qu'on a fait en France, qui consistait en fait à entourer ce texte d'un appareil critique, d'un appareil explicatif, d'un appareil de préface suffisant pour que ça devienne un objet d'étude et partant une réédition de ce texte, non plus une réédition de Mein Kampf, mais un manuel d'histoire autour de ce qu'a été Mein Kampf. Et finalement, cette expérience, enfin, votre participation à la traduction, ça vous a amené à écrire un essai, dont je parlais en introduction, dans lequel vous proposez une analyse du langage, finalement, aussi, d'Hitler, un peu dans le sillage de ce qu'a pu faire Victor Klemperer avec LTI. Donc, je rappelle juste pour nos étudiants qui étaient Victor Klemperer, c'était un philologue juif-allemand qui a tenu un journal, donc je crois que c'est du début des années 30 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel il s'est rendu témoin de la montée du nazisme, de ce qui se passait en Allemagne. Et en tant que philologue, il a porté une attention particulière au langage, et il en a sorti après un ouvrage qui s'appelle La langue du Troisième Reich, qui est donc un ouvrage dans lequel il analyse cette langue. Et vous citez vous-même dans votre essai Klemperer, qui lui dit, donc dans LTI, la domination absolue qu'exerçait la norme linguistique de cette petite minorité, voire de ce seul homme, donc il parle d'Hitler, s'étendit sur l'ensemble de l'ère linguistique allemande avec une efficacité d'autant plus décisive que la langue du Troisième Reich ne faisait aucune différence entre langue orale et écrite, bien plus, tout devait être harangue, sommation, galvanisation. Et vous, justement, vous rappelez que cette définition, elle s'applique à notamment deux auteurs que vous avez traduits, donc Goebbels pour le journal et Hitler. Et vous dites que traduire ces textes, ce n'est pas traduire de l'allemand, mais, je vous cite, traduire une langue forgée pour et par un totalitarisme meurtrier, une langue destinée à faire peur, une langue faite pour tromper, mentir et abrutir. Et donc, il y a, selon vous, une utilisation démagogique du langage dans Mein Kampf. Vous parlez notamment de l'extraordinaire lourdeur aussi du style d'Hitler. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ces points-là que vous analysez justement dans votre essai ? Alors oui, je ne prétends pas concurrencer le magnifique essai de Klemperer, donc LTI, mais je vous renvoie, si vous avez vraiment envie de passer un moment passionnant, non seulement à LTI, mais à deux ouvrages qui sont de lui, qui sont un peu plus accessibles, parce que LTI est un texte qui est pas simple. Ce sont ses journaux, et notamment un volume qui s'appelle « Mes soldats de papier », qui est paru, si je me rappelle bien, au Seuil, qui est absolument extraordinaire, pour comprendre ce qui se passe à l'époque, mais aussi pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Ce sont des livres qui sont éternels et dont le récit très simple et très, très, très vivant et très, très douloureux peut servir à beaucoup de choses. Je vais commencer simplement par reprendre ce que vous avez dit du langage nazi. C'est un langage qui est totalitaire, c'est-à-dire qu'il va se répandre dans la totalité des strates de la société.
toucher la vie quotidienne, toucher les rouages les plus subtils de la société, en particulier tout le langage juridique, tout le langage administratif va immédiatement être adapté à cette espèce de charabia innommable qu'est la langue nazie. C'est le premier point, c'est le seul point qu'il a de commun avec la langue de bois stalinienne, cette omniprésence du langage et cette totalitarisation de la société. Voilà. La grosse différence, c'est que les Russes, les Soviétiques sous Staline et après jusqu'à Brejnev, avaient des méthodes de contournement de cette langue-là. Enfin, je parle le russe aussi, et j'y suis allé, je sais bien comment ça fonctionnait. Les Allemands avaient beaucoup plus de mal parce que tout détournement était sanctionné d'une manière assez violente, voire radicale, dès qu'il s'agissait d'humour notamment. Donc c'est une langue totalitaire. C'est une langue de l'ordre, c'est-à-dire qu'elle commande en permanence des attitudes, le patriotisme, l'esprit allemand, la fertilité, on en a parlé ces derniers temps, faites des enfants parce qu'on a besoin de soldats. Dans la vie quotidienne, un esprit, alors ce qu'on appelait l'esprit de la Volksgemeinschaft. Volksgemeinschaft, en allemand, ça vient, bon, comme toujours en allemand, c'est des bouts de mots qui s'assemblent. Ça veut dire littéralement la communauté du peuple. Ça désignait en fait une espèce de communauté populaire, comme la citoyenneté, si vous voulez, sauf que c'était une citoyenneté aux acquets. Donc vous prenez le peuple allemand, vous enlevez les juifs évidemment, les tziganes, les homosexuels, les socialistes, les communistes, les gens qu'on appelait les réfractaires au travail, c'est-à-dire les chômeurs qui n'acceptaient pas n'importe quel travail, plus les vagabonds, plus les artistes, enfin certains artistes déviants, comme il le disait. Et vous arrivez à une communauté réduite à une espèce de communauté idéale, complètement fantasmatique, hein, d'ailleurs, de gens qui sont des bons Allemands, si possible blonds, avec des hommes qui sont prêts à travailler dur et à se battre dur aussi, et puis des femmes qui sont là pour faire fonctionner les foyers et surtout faire des gamins le plus possible pour que l'Allemagne se relève. Donc ça, c'est la partie combinatoire, si j'ose dire, de la langue allemande. Le troisième élément, c'est qu'elle fait peur. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont très largement développé à partir de la langue allemande qui est tout à fait en mesure de faire peur quand on la prononce d'une manière abominable avec des mots qui crachent littéralement. Le meilleur exemple, c'est simplement Mein Kampf. Mein Kampf, vous voyez, c'est déjà rien que ce mot-là, je veux dire, vous entendez une espèce de hache qui tombe, et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle, dans le monde entier, à 2 ou 3 exceptions près, le titre n'a jamais été traduit. Comme s'il y avait eu une espèce d'intuition que ce titre-là, il ne pouvait pas être traduit, que si on n'avait pas ce bruit de paf Mein Kampf, ben on n'avait rien. Et ce n'est pas complètement faux. C'est une langue qui terrorise. Alors, je vais juste vous citer un exemple, parce que c'est le plus parlant, c'est les grades de la SS qui ont été instaurés notamment par Himmler, mais par Hitler aussi. Vous avez toute une série de grades qui correspondent à des grades de l'armée régulière allemande, de la Wehrmacht, mais les noms sont absolument grotesques. Donc vous avez par exemple, dans les sous-officiers, vous avez un Rottenführer, ça veut dire un chef de harde. En haut, vous avez le Hauptsturmbannführer, si je me rappelle bien, correspond à peu près au lieutenant-colonel. Ça veut dire littéralement chef principal d'assaut. Voilà. Ce sont des mots qui sont absolument intraduisibles, qu'on ne traduit d'ailleurs jamais, mais simplement ces mots qui claquent, qui sont extrêmement impressionnants, qui roulent, Hauptsturmbannführer, il suffit de le prononcer avec l'accent allemand pour comprendre ce que ça voulait dire, qui ont eu un écho dans la totalité du vocabulaire qu'on retrouve par exemple dans les camps d'extermination, avec ces ordres extrêmement secs, extrêmement claquants qu'ont décrit tous les survivants quand ils sortaient des trains par exemple. La terreur de ces cris qui venaient de tous les côtés, on n'entendait que cet allemand immonde qui n'est pas la langue allemande habituelle. Voilà, c'est une langue qui est là pour faire peur. Et quatrième point, qui est extrêmement important, c'est une langue qui est faite pour dissimuler. Dès le début, il s'agit de mener une politique d'exclusion raciale, sociale, etc., sans le dire. Et donc, toutes les lois, j'ai parlé du vocabulaire juridique, toutes les lois qui vont être promulguées par le régime nazi à partir de 1933, à partir de son accession au pouvoir, sont codées. Je vous donne un exemple très simple. Il y a une loi qui date du début 1934, si je ne m'abuse pas, qui va exclure les juifs de tous les emplois de la fonction publique.
Et cette loi s'appelle la loi pour la restauration de la fonction publique allemande. Voilà. Vous ne pouvez absolument pas savoir, quand vous lisez le titre, de quoi il s'agit. Il faut aller chercher dans les articles ce qui se passe. Cette méthode de dissimulation, elle va être vitale pour Hitler. D'abord parce que, du point de vue de la politique étrangère, ça va lui permettre d'avancer masqué. Il y a énormément d'interviews de Hitler où il dit qu'il ne touchera jamais à la Pologne, qu'il ne mettra jamais un pied en France, qu'il n'est pas question pour lui de déclencher une guerre, qui utilise ce vocabulaire-là. Et à partir du moment où la guerre est déclenchée et où les massacres à très grande échelle vont commencer en Pologne, puis en Ukraine, etc., avec ce qu'on appelle la Shoah par balle, puis avec la Shoah tout court, c'est-à-dire l'extermination industrialisée à Auschwitz, à Birkenau, à Treblinka, etc., à partir de ce moment-là, il y a le développement d'un langage systématiquement crypté. Le but étant que si les choses tournent mal, et les nazis sont bien conscients que ça peut tourner mal un jour, qu'il n'y ait pas de preuves. Ce qui vous explique qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les négationnistes américains ou européens peuvent prendre ces textes-là en disant « mais qu'est-ce que vous nous racontez ? Il est nulle part question de chambre à gaz, par exemple. » Absolument. On avait des douches. Il n'est jamais question de déportation. Tout à fait. On parlait de Umsiedlung, de déménagement. Quand quelqu'un était parti, on mettait sur sa porte un petit panneau « Abgewandert », ce qui pouvait vouloir dire qu'il est allé se promener ou alors il est parti simplement. Ça voulait dire qu'il avait été déporté. Ce langage de la dissimulation, il a joué un rôle considérable. Ça, c'est le langage nazi en général. Sur le langage de Goebbels, on ne va pas trop parler aujourd'hui, mais c'est un langage de propagande extrêmement efficace, extrêmement moderne, d'une modernité propagandiste incroyable. Le langage de Hitler, c'est autre chose. C'est un langage de dissimulation du raisonnement. Le texte de Mein Kampf est un truc absolument monstrueux dans tous les sens du terme, sur le fond bien entendu, mais sur la forme aussi. C'est un texte qui fait 780 pages, qui est extrêmement ennuyeux, je peux vous le dire, je l'ai lu 6 ou 7 fois, qui est d'une confusion mais inouïe, c'est-à-dire que vous avez en permanence l'impression, quand vous lisez, d'avoir un vélo qui roule dans la semoule. Je n'ai pas meilleure expression. Ça dérape de tous les côtés, vous ne comprenez pas où vous allez, vous avez l'impression de rien diriger. Ce n'est pas étonnant, rien n'est dirigé. Le texte est d'une confusion absolue parce que je pense qu'il n'était simplement pas en mesure intellectuellement et culturellement de construire un texte politique, surtout de cette taille-là, correct. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il s'efforce de convaincre une population que les Juifs sont un danger mondial, qu'ils sont en train de grand remplacer les Allemands. Il a très peu d'arguments pour ça et pour cause, c'est totalement faux. Et donc, en fait, quand il développe ces raisonnements, il développe des espèces de diatribes qui sont très très longues, qui se terminent toujours par un slogan extrêmement court, extrêmement simple. En gros, en règle générale, les Juifs sont responsables. Et ça, sur tous les sujets. L'enseignement allemand n'existe plus, c'est une catastrophe, on n'a que des professeurs qui se fichent du monde partout. Ils sont manipulés par les Juifs. La presse allemande est contre nous, elle est contre l'Allemagne, etc. L'armée de 1919 a reçu un coup de poignard dans le dos des gauchistes. C'est normal, les gauchistes sont manipulés par les Juifs. Bref, tout le livre est construit comme ça, et avec des raisonnements, alors là on parle de mon travail, avec des raisonnements qui à traduire sont absolument insupportables, parce que vous avez l'impression d'avoir des espèces de sable qui vous glissent entre les mains. Et donc la seule solution qu'on a trouvée, c'est de traduire ça littéralement, tel que c'est, pour qu'on comprenne ce que les Allemands avaient lu à l'époque. Et on sait comment ils l'ont reçu, puisqu'on a la presse allemande, quand les livres sortent en 1925 et 1926, et la presse allemande est totalement consternée. Les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce type ? Il prétend avoir des ambitions pour l'Allemagne, il n'est pas capable de rédiger 2 lignes. Même la Deutsche Zeitung, qui est un journal nazi, dit « on espère que M. Hitler a autre chose à proposer que ça pour l'Allemagne ». Les réactions à Mein Kampf en 1926, c'est ça. Sauf qu'il utilise ces méthodes de confusion dans des formes beaucoup plus courtes et beaucoup plus efficaces qui sont ses discours. Et c'est avec ces discours qu'il prononce d'une voix extrêmement violente, extrêmement criarde, et qui se terminent toujours, enfin qui sont toujours formés de la même manière, c'est-à-dire un développement très difficile à comprendre qui se termine par des formules extrêmement simples.
C'est comme ça qu'il arrive en fait à conquérir l'Allemagne, non pas par ce livre qui a joué un rôle tout à fait mineur, parce qu'en fait on commence à l'acheter à partir des années 30-31 quand il commence vraiment à avoir des succès électoraux importants, mais par ses discours. Mais le livre et les discours ont la même méthode, une confusion mentale qui sert de technique de démonstration. Et en fait, évidemment, il ne démontre rien du tout. Et c'est particulièrement intéressant d'un point de vue de la traduction aussi, parce qu'en fait, les premières traductions qui avaient été faites de ce livre, d'une certaine manière, essayaient de le rendre intelligible. Donc, gommer un peu, justement, cette lourdeur, gommer ce que vous avez réussi à remettre en avant, justement, en restant dans la fidélité au style qui était incompréhensible, quoi. Alors, ce que j'ai réussi, parce qu'on m'a demandé de le faire, en fait, j'ai fait une première version de ma traduction qui était une espèce d'intermédiaire. Je voulais évidemment pas refaire ce qui avait été fait, et je répète, ce qui avait été fait l'avait été fait intentionnellement. D'abord parce que à l'époque, l'idée de rendre une traduction illisible était totalement impensable, d'ailleurs toujours aujourd'hui, parce que l'habitude, quand on avait une traduction d'un texte quel qu'il soit, c'était de le franciser, donc de le mettre en bon français. Et puis les auteurs voulaient que ça soit lu, simplement. Et s'ils l'avaient rédigé comme Hitler écrivait, personne n'aurait touché ce livre, où les gens auraient dit « Mais qu'est-ce que vous nous racontez? Vous nous dites que c'est un danger mondial. Regardez, il vient de prendre le pouvoir, d'accord, bon, ok, mais bon, il n'est pas capable, il va sauter dans 2 ans, il n'est pas capable de réfléchir, ce type-là. » Bon. Donc ça, c'était le but de la première édition. Moi, j'avais fait une version un peu intermédiaire, c'est-à-dire en rentrant véritablement dans le texte, mais en essayant de garder une lisibilité. En fait, après Fabrice Almeida, il y a un deuxième directeur d'édition qui est arrivé, qui l'a remplacé, et qui m'a dit, écoutez Olivier, on va vous demander de reprendre ce que vous avez fait, mais en gardant la totalité du texte tel qu'il est. Très concrètement, ça veut dire que on m'a demandé de prendre des phrases où il y avait 4 adjectifs, 5 adverbes, et puis je ne sais pas s'il y a encore des germanistes ici, j'en cherche toujours. L'allemand a ce qu'on appelle des particules illocutoires, qui sont des tout petits mots, nun, dor, aber, etc., qui permettent d'affiner la langue. Chez Goethe, ça donne des finesses absolument extraordinaires, une subtilité du langage. Mais quand vous en mettez 6 dans une phrase, si je vous dis « mais ce soir donc, or », je suis venu à l'Institut catholique pour discuter tellement longuement et agréablement qu'exceptionnellement, j'étais exceptionnellement heureux aussi. Vous savez même plus ce que j'ai dit au début de ma phrase. Bon, Mein Kampf, c'est exactement ça si vous le traduisez tel quel. Et on l'a effectivement traduit tel quel. Au début, je me suis dit, bon, c'est des historiens, ils sont pointilleux, je comprends ce qu'ils veulent faire. Je suis le mouvement. Et puis, au fur et à mesure de mon travail, je me suis aperçu qu'en fait, on était en train de toucher l'axe central de cette pensée. C'est-à-dire une pensée confuse qui détourne la logique humaine, la rationalité humaine, au moyen de techniques précisément de confusion. On va parler, je pense, après de Donald Trump et d'individus du même type. Mais je veux dire, il y a dans l'utilisation de la confusion involontaire parce que Hitler ne savait pas trop écrire et volontaire parce qu'elle l'arrangeait beaucoup. Dans l'utilisation de cette confusion, il y a aussi une volonté simplement de tromper les gens, d'une certaine manière de les hypnotiser aussi, ce qu'il faisait dans ses discours, c'est-à-dire qu'il a cette espèce de pendule du langage, personne ne comprend rien, personne ne comprend ce qui se passe. Alors je sais que je ne peux pas parler d'hypnose ces jours-ci parce que non, mais une manière d'empêcher la pensée rationnelle de fonctionner au profit d'une autre pensée violente, primitive, primaire, extraordinairement dangereuse. Voilà. Et donc j'ai effectivement refait cette traduction sous cet angle-là, avec des discussions permanentes avec les historiens pour savoir où on allait, comment on le faisait, et avec un texte au bout dont la lecture est extrêmement difficile, mais extrêmement instructive aussi, parce qu'on voit comment ce type de pensée qui a quand même structuré le nazisme par la suite se répand. Et ça rappelle aussi, enfin moi en tout cas ça m'évoque, parce que j'ai l'habitude de les côtoyer, mais des travaux qui ont été faits d'analyse de discours sur le complotisme, ou effectivement après il y a Trump aussi dans la... Mais c'est des choses qui font écho aussi à des éléments qu'on retrouve aujourd'hui, et c'est un peu là-dessus que je voudrais vous emmener maintenant, c'est la question des discours circulants, surtout à l'extrême droite, où on retrouve des échos aujourd'hui à la fois donc, à ce style-là, à cette confusion, mais également parfois à l'idéologie qui est portée dans Mein Kampf. Alors il y a les deux. Juste, vous avez parlé de complotisme, c'est un thème, je suis en train d'écrire mon prochain bouquin et qui va porter en partie là-dessus. La structure du langage complotiste ressemble comme 2 gouttes d'eau à la structure du langage nazi.
elle utilise des successions d'arguments très nombreux, incontrôlables, invérifiables, sans articulation logique, pour aboutir à des conclusions qui sont en général complètement idiotes. On ne peut pas lutter contre ça, pas plus que vous pouviez argumenter contre Mein Kampf. On ne peut pas argumenter contre de la bouillie mentale, c'est totalement impossible. Mais sur des gens qui ont l'esprit faible, ce qui ne veut pas dire des gens incultes, il y a beaucoup de gens très cultivés qui sombrent, qui ont sombré et qui sombrent encore dans le complotisme, y compris des universitaires de très haut niveau. Chez les gens faibles, dans leur manière de raisonner, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne, je vais reprendre, avant de reparler du fond. Sur la forme, c'est exactement ce qu'a fait Donald Trump pour conquérir les élections de 2016. C'est ce qu'il fait en ce moment pour tenter de gagner les élections de 2024. Et les gens qui l'entourent tiennent des raisonnements exactement du même type. Marjorie Greene, qui est une de ces sénatrices, je crois, ou représentantes, je ne sais plus, hier soir, expliquait que la meilleure preuve qu'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État le 6 janvier, c'était que pour la cérémonie d'inauguration de la présidence de Joe Biden, il y avait 30 000 policiers et une centaine de milliers de personnes qui étaient venues. Comme le 6 janvier. Et la cérémonie d'intronisation de Biden, c'était pas une insurrection. Donc, le 6 janvier n'était pas une insurrection. Vous m'avez suivi ? C'est typiquement un raisonnement, c'est circulaire, c'est exactement ce qu'on trouve dans Mein Kampf, des raisonnements qui tournent sur eux-mêmes. Avant que vous réussissiez à trouver la faille, il faut que vous preniez quelques secondes. Alors vous voyez tout de suite que c'est une idiotie, mais pour arriver à comprendre où est la clé de l'idiotie, il faut quelques secondes. Et si vous avez 14 arguments de ce type-là, plus personne ne peut rien faire. Ça hypnotise, et Donald Trump hypnotise son public, exactement de la même manière. Et il y a plein de parallèles que je souligne dans mon livre, dans ces techniques. Par exemple, l'arrivée en avion, c'est quelque chose qui a été inauguré par Hitler. L'arrivée en avion directement sur les lieux des meetings, Hitler descendant de son avion et montant sur l'estrade, c'est la campagne de 1932 en Allemagne. Voilà. Alors, sur le fond, ce que j'ai essayé de voir dans mon livre, mais je ne pensais pas être aussi proche de la réalité quand je l'ai écrit. J'ai écrit ce livre, moi, en gros, pendant la campagne des élections présidentielles de 2022. Et je voyais à l'époque ressurgir un certain nombre de termes, un certain nombre d'expressions, et notamment, effectivement, à l'extrême droite, avec des techniques que je vous ai décrites tout à l'heure. J'entendais parler de grand remplacement, comme si c'était une théorie entièrement nouvelle. C'est une théorie que Renaud Camus, qui est un médiocre écrivain et un très mauvais penseur, prétend avoir introduite. En fait, elle remonte à beaucoup plus loin. Ce sont les néo-nazis américains ou les nazis américains qui l'ont redéveloppé dans les années 1945-46, mais ils n'avaient rien inventé non plus. Cette théorie du grand remplacement, elle se trouve dans le chapitre « Race et peuple » de Mein Kampf, le chapitre 11 du premier livre, et elle explique simplement que les Juifs sont en train de développer par toutes sortes de méthodes, des moyens pour remplacer physiquement les Allemands, y compris par la voie de la procréation, mais aussi en leur piquant leur travail, en envahissant les journaux, etc., en prenant le pouvoir peu à peu. Voilà. Donc quand j'ai entendu ça, notamment dans la bouche de M. Zemmour, mais aussi après repris par d'autres hommes politiques, disons, plus fréquentables, Valérie Pécresse a repris ce terme-là aussi un peu plus tard, je me suis dit qu'on était vraiment face à un problème considérable. Et puis j'ai entendu parler de remigration, et je me suis rappelé ce que je vous ai dit tout à l'heure, Abgewandert, Umsiedlung. Ces mots-là sont des mots de la mort. Quand j'entends parler de français de papier, qui est aussi une expression qui remonte au pétinisme, quand j'entends parler de remigration des français de papier, ça veut dire très concrètement qu'on a le projet, il est formulé de manière un peu cryptée, mais à peine, de priver des gens qui sont de nationalité française de leur nationalité française pour les renvoyer je ne sais où, et renvoyer je ne sais où des gens qui étaient français, ça veut dire déporter des Français. Il n'y a pas d'autre terme. Voilà.
Depuis la sortie de mon bouquin, je suis absolument accablé par la vie politique en général, par la propagation mais fulgurante de ce vocabulaire. Et je ne vais pas m'arrêter à l'extrême droite. Je suis complètement ahuri d'entendre parler de réarmement, de régénération, qui sont des termes qui sortent aussi du même terreau. Et je dois dire que je ne sais plus exactement où ça va s'arrêter. Et en ce moment, je vis dans une grande inquiétude permanente. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, vous ne nous avez pas rassurés, mais vous nous avez répondu. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être passer aux questions de la salle éventuellement, parce que je voulais garder au moins une bonne demi-heure pour les questions de la salle. Oui, il y a des micros. Oui, ça concerne notamment Goebbels, c'est-à-dire que ce que Peter Reichel, dont j'ai parlé dans ce bouquin La fascination du nazisme, ce qu'il décrit admirablement, mais on retrouve tel quel dans le journal de Goebbels, c'est en parallèle, le journal de Goebbels, ce que j'ai traduit c'est entre 39 et 42, mais le journal commence en 23 et s'achève évidemment en 45, faute de combattants. Les nazis commencent, évidemment, quand ils arrivent au pouvoir, ils commencent à faire ce qu'a fait Staline en URSS, c'est-à-dire un travail de propagande culturelle absolument phénoménal, des livres, des journaux, des discours partout, du cinéma de propagande. Enfin, on connaît le cinéma stalinien qui va durer très très longtemps et qui va même continuer sous le brejnevisme, avec les odes aux tractoristes, etc. Goebbels, à partir de 1934, se dit on est en train de se tromper complètement. Et il va interdire, par exemple, la diffusion de tout discours politique, sauf évidemment les siens et ceux de Hitler, sans son accord à la radio, qui venait d'arriver en Allemagne, qui a été un instrument de propagande absolument massif. Ils ont créé eux-mêmes leur propre poste, qui s'appelait le Volksempfänger, littéralement le récepteur du peuple, qui était destiné à faire passer justement la propagande du régime. Donc jusqu'en 1934, vous avez des discours tout le temps, des appels au redressement de l'Allemagne. Et à partir de 1934, Goebbels dit ça suffit. On a le cinéma nazi, on a la radio nazie, etc. Les gens vont ça sert à rien. Les gens n'écoutent plus, ils font plus attention. Et donc, on va tout à fait changer de fusil d'épaule et on va passer, pour susciter l'adhésion du peuple, à un énorme programme culturel, dans tous les sens du terme, de séduction. Il quitte les films de propagande, il va faire des films des histoires d'amour, des histoires etc. Ça lui permet de porter sa propagande, c'est-à-dire que dans les films sentimentaux, tous les héroïnes sont blondes, les héros sont blonds, ils vont faire des enfants pour l'Allemagne, etc. Mais ce sont des films de divertissement. La chanson, c'est pareil, il n'y a pratiquement plus de chansons nazies diffusées à la radio, on passe de la guimauve, de la variété allemande, mais toujours porteuse d'un message, avec des personnages centraux qui vont être à la fois centraux pour les variétés allemandes de ce temps-là et pour la politique allemande. Avec, par exemple, Sarah Länder, qui a été la grande chanteuse du régime et aussi l'une des innombrables amantes de Goebbels, qui va développer chanter ce type de chanson qu'elle n'écrit pas, mais qu'on écrit pour elle. La plus emblématique de ces chansons, c'est celle qui est chantée à partir de 1943, quand les choses commencent vraiment à aller très, très mal sur le plan militaire, et qui dit, le refrain, c'est « Je sais qu'un jour surviendra un miracle ». Cette chanson-là va porter la croyance dans l'arme magique que les nazis annoncent, qui est un projet d'arme nucléaire qui n'ira jamais jusqu'au bout, et de super missile V2 qui n'ira jamais jusqu'au bout non plus. Mais la chanson va développer ça. Voilà. Et parallèlement, il développe tout un programme de loisirs avec une organisation qui s'appelle Kraft durch Freude, la force par la joie, qui va offrir
aux ouvriers allemands qui travaillent pratiquement tous maintenant pour l'armement, pour l'industrie lourde, etc., des moments de loisirs, des moments de vacances. Il y a notamment des bateaux de Kraft Durchfreude qui organisent des croisières sur la Baltique et sur la mer du Nord. Voilà, c'est un vrai programme culturel. C'est extrêmement moderne parce qu'ils vont inventer des choses, ils vont inventer des divertissements qui n'existent pas. Ils inventent par exemple le Téléthon. Avec le secours d'hiver, ils vont organiser des concerts. Les gens appellent pour avoir des morceaux qui sont joués en direct par des orchestres. Et à chaque fois, les gens donnent à la radio de l'argent qu'ils vont déposer près de chez eux dans des points de collecte pour les soldats blessés. Voilà. Et ils inventent vraiment une communication moderne. Là, le journal de Goebbels, pour ça, est absolument extraordinaire parce qu'il a une vraie conception du discours politique moderne de propagande. Donc pas d'un discours structuré, d'un discours de propagande. Et qui a fait des petits. Je veux dire, il est resté... voilà. Et il était d'une efficacité énorme parce que à partir de 1939, du début de la guerre... avant, si vous voulez, quand les nazis arrivent, ils se lancent dans une politique de surarmement qui va résorber le chômage, apporter du travail. Ils sont soutenus du point de vue économique par cette Volksgemeinschaft réduite, et par tous ceux qui n'en sont pas, enfin qui ne sont pas exclus de cette communauté. Et à partir de 1939, il commence déjà à y avoir des restrictions, il y a des bombardements, il y a des morts qui reviennent, les soldats se font tuer quand même par... les pertes de l'armée allemande pendant la guerre ont été considérables, donc il faut faire avaler tout ça. Voilà. Ça marche entre 1939 et 1943, c'est ce système-là qui va faire accepter ça par les Allemands. À partir de 1943, c'est fichu, les gens savent qu'après Stalingrad, c'est terminé, qu'il va leur arriver des choses épouvantables, ils sont bombardés en permanence, il y a le bombardement de Berlin, le bombardement de Dresde, etc. Mais cette politique de divertissement, de propagande par la chanson, le film, la radio, etc., est un élément essentiel du nazisme. Voilà. Pour faire un parallèle moderne, vous avez en ce moment un homme, un magnat de la presse très important qui est en train de s'implanter partout en France et de placer ses pions en politique, qui utilise aussi une émission de télévision dans ce but-là. Je ne sais pas s'il faut que je donne des noms, mais voilà. Oula. Du coup, vous avez commencé en parlant de... vous avez commencé en disant que la banalité du mal d'Arendt, ça ne s'appliquait pas à Himmler. Non, à Eichmann. À Eichmann, pardon, j'ai mal noté. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ça, s'il vous plaît ? Oui, c'est très rapide, simplement. Hannah Arendt a utilisé ce terme à propos d'Eichmann. Elle a cru, elle s'est laissée prendre à la défense d'Eichmann. Eichmann disait « Je ne suis pas un idéologue, je ne suis pas un nazi, je suis un fonctionnaire qui a bien fait son travail ». Donc en gros, le discours d'Arendt, c'est plus subtil que ça, mais en gros, elle dit cet homme-là, c'est la représentation en fait d'une machine qui fonctionne pour d'autres personnes et ça fonctionne exactement comme on fonctionne. C'est-à-dire que lui, il a cheminé des trains, ben voilà, c'est comme un fonctionnaire qui fait le Paris-Tours tous les jours. Ben lui, il faisait aussi Paris à Auschwitz, enfin Berlin à Auschwitz ou Paris à Auschwitz d'ailleurs, et c'était comme ça, il a cheminé des... Bon, en fait, on sait ça, maintenant très précisément qu'Eichmann était d'abord beaucoup plus important que ce tout petit rouage qu'il a décrit pendant son procès à Jérusalem. On sait que c'était un idéologue, on sait qu'il a joué un rôle important à la conférence de Wannsee où s'est décidée la solution finale, et on sait aussi que c'était un véritable nazi. Alors ça, on l'a appris après parce que j'ai traduit un livre de Bettina Stangnetz qui s'appelle Eichmann avant Jérusalem, donc avant son procès, et qui a travaillé sur une liasse de documents absolument extraordinaires qu'on a découvert en Argentine, quand il y était. Quand Eichmann est arrivé en Argentine, il a été pris en charge par des nazis et des néo-nazis qui, au bout d'un moment, lui ont dit « Écoutez, on aimerait bien faire des entretiens avec vous ». Et il y a eu plusieurs dizaines d'heures d'entretiens. Le but des néo-nazis, c'était de lui faire dire qu'il y avait eu, comme le propageait, 350 000 morts, tout compris, dans la totalité des camps de concentration en Allemagne, socialistes, communistes, francs-maçons, homosexuels et juifs compris.
Et ils espéraient arriver à faire dire ça à Eichmann. Et donc, dans ce dialogue, on voit un Eichmann vraiment idéologue, profondément antisémite, extrêmement violent. Et au moment où ils espèrent lui faire dire « mais effectivement, on était tout ça, mais on n'a jamais fait 6 millions de morts », tout à la fin, Eichmann dit « je vois qu'on arrive au bout. Maintenant, je vais faire une déclaration solennelle. Je vous le dis formellement. Il y a eu 6 millions de morts pendant la Shoah. Notre objectif, c'était 10 millions. » Voilà. Et ça, on a les bandes magnétiques, c'est des documents qui sont absolument incontestables. Et donc voilà, Eichmann, c'est pas la banalité du mal. Eichmann, c'était un des éléments du mal incarné. Merci monsieur déjà pour cette conférence. J'ai une question un peu plus simple à vous poser, mais comme vous nous avez expliqué, c'était une traduction qui a dû être assez éprouvante émotionnellement. Est-ce que vous pensez que si on vous reproposait la traduction d'un autre type d'ouvrage similaire, est-ce que vous le relanceriez dans le projet ou pas ? Là, je travaille en ce moment sur un nouveau projet sur un bloc de femmes dans les camps de concentration. Donc, si vous voulez, c'est pas le fond qui me fait peur. C'est mon travail. Je vous dis, c'est comme si vous demandiez à un médecin, vous en avez pas, ça vous fait pas peur de travailler sur des gens qui ont cœur malade. Le problème de Mein Kampf, c'était autre chose. C'était un problème de travail dans la confusion linguistique. Moi, mon travail, c'est de prendre des textes, de les faire passer dans ma langue, de comprendre ce que disent les auteurs et de restituer en français ce qu'ils ont voulu dire. Donc, de prendre une pensée, un texte, mais aussi une œuvre, enfin plein de choses, un contexte culturel, etc., de les faire repasser. Et là, je me suis retrouvé face à un texte qui était dans un matériau, si vous voulez, qui n'était pas utilisable pour moi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, par exemple, prendre une phrase, décrire sa structure logique dans ma tête et la reproduire en français en disant, voilà, il dit ça, ça, donc ça, voilà. Et je dois, moi, prendre l'allemand, qui n'a pas forcément la même structure de démonstration ou la même structure rhétorique que nous, et la remettre dans un français rhétorique. C'est mon travail habituel. Là, on me demandait de prendre l'allemand tel qu'il était, donc pas de faire du mot à mot, mais de récupérer le déroulé de la phrase tel qu'il était. Or, c'est un déroulé qui, dans 90% des cas, est illogique. C'est-à-dire qu'on me demandait en fait de restituer des phrases qui, pour moi, n'avaient aucun sens parce qu'elles avaient effectivement aucun sens. Donc, au travail, si vous voulez, dans une espèce de folie, enfin, je ne suis pas du tout psychiatre et j'ai horreur de la psychiatrisation des hommes de l'histoire. Hitler était évidemment pas bien dans sa tête, que c'est clair, mais c'est pas intéressant de dire c'était un fou, il écrit comme un fou. Voilà. C'était quelqu'un qui utilisait l'illogisme comme moyen politique. Et ça, la meilleure comparaison que j'ai trouvée jusqu'ici, c'est de vous expliquer que, imaginez que vous avez un tableau de Cézanne ou de Monet à peindre et qu'on vous donne une peinture qui est complètement gluante. Et donc, à chaque fois que vous essayez de faire un effet de couleur, ça dégouline. Ben, c'était ça, mon travail. Ça, c'était vraiment pénible. Sur le fond, après, je veux dire, quand vous avez traduit un ouvrage de 600 pages sur les médecins nazis, ou bien vous arrêtez tout, ce qui est aussi une possibilité, enfin, en tout cas de traduire, je veux dire traduire ça, ou bien vous vous dites qu'il faut continuer parce qu'il faut que les gens sachent. Je suis dans la deuxième attitude. Mais pas au point d'aller au cinéma revoir ça. C'est-à-dire, je connais trop, je sais. Est-ce que... Oui. Qu'est-ce qui explique le succès de Mein Kampf s'il était si volumineux et si décousu et lisible ? Alors, le succès de Mein Kampf en Allemagne, on l'a analysé parce qu'on a les chiffres de vente, tout simplement. Il est dû aux succès électoraux d'Hitler. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il va gagner des régions, la Thuringe d'abord et puis d'autres après, ensuite qui va s'implanter au Reichstag, qui va monter, qui va atteindre des taux très importants, hein, puisqu'en 1930, il est à 34% de voix. Donc c'est tout à fait important. Les gens commencent à ce moment-là simplement à s'intéresser à ce qu'il fait. À partir de 1933, les gens achètent le livre, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils l'ont lu. Les gens achètent le livre pour l'avoir chez eux. Parce que si vous voulez prendre la carte au parti nazi, c'est bien d'avoir Mein Kampf chez soi. Après,
tous les dignitaires du régime l'ont. Il faut pouvoir faire des citations de Mein Kampf. Les journalistes vont l'acheter. Vous avez partout des articles qui commencent par des citations de Mein Kampf. Il y a des affiches dans la rue qui commencent par des citations de Mein Kampf. Et puis après, au bout d'un moment, enfin, ils sont déjà à 3 ou 4 millions d'exemplaires, il va être diffusé massivement. En particulier, tous les jeunes mariés allemands se voient pourvus d'un volume de Mein Kampf. Je crois que c'est à partir de 1939. On leur donne leur livret de famille et Mein Kampf. Voilà. Donc il y a une diffusion énorme, hein, il y a 12 millions et demi d'exemplaires vendus, mais on ne sait pas exactement combien de personnes l'ont vraiment lu. À mon avis, peu. On sait que ça a été lu, on sait que ça a été très critiqué par certaines personnes. On sait qu'en France, ça a été lu et analysé pour des régions stratégiques, militaires et politiques. On sait aussi que l'œuvre a été récupérée dans le monde après, et là c'est l'histoire d'après 1945, c'est-à-dire que c'est un livre qui va circuler énormément, notamment sur Internet, mais il y a des éditions, par exemple il y a un manga de Mein Kampf au Japon, il y a un livre, on parlait de Johan Chapoutot tout à l'heure, il y a un livre de management d'entreprise qui est inspiré de Mein Kampf. Et aujourd'hui, vous avez, je crois, 27 traductions qui circulent dans le monde et que vous trouviez avant notre édition absolument partout, sur les sites d'extrême droite, sur les sites islamistes, etc. C'est vraiment une œuvre qui est devenue aussi un porte-drapeau pour des courants politiques extrémistes et violents. Voilà. Vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui on avait des mécanismes de ce langage nazi qui revenaient sur la scène politique et autres. Et pensez-vous que c'est la marque d'une faille ou d'une erreur dans le travail de mémoire depuis la fin de la guerre ? Tal Brutman, il y a 15 jours, dans une interview au Monde, je crois, a dit si les conférences qu'on fait, le travail éducatif qu'on fait sur Auschwitz permettaient de combattre l'antisémitisme, ça se saurait. Je crois que malheureusement, comme ces mécanismes, si vous voulez, de haine, de désignation de l'ennemi fonctionnent sur des choses qui ne sont pas rationnelles, le travail rationnel qu'on peut faire permet simplement à des gens qui, eux, ont un raisonnement rationnel, quand ils sont en situation de le faire, par exemple sur les réseaux sociaux, de contrer des arguments qui n'en sont pas. Mais en soi, le travail de mémoire, je vais vous faire une réponse plus concrète. En Allemagne, il a servi à quelque chose. En ce moment, vous avez des manifestations absolument énormes. Il y a eu 1 500 000 personnes qui ont protesté contre la montée de l'AfD, qui est un mouvement vraiment extrêmement dangereux. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en partie proche du Rassemblement national français, en partie proche du mouvement Reconquête, et toute une fraction est vraiment un mouvement néo-nazi, avec des thèses néo-nazis très claires et sans ambiguïté. Et ils ont en plus noué des relations avec des mouvements purement néo-nazis qui sont pas représentés au niveau parlementaire, pour préparer un projet de déportation d'une partie de la population immigrée allemande. Donc on est vraiment dans un contexte qui est, je dirais, presque plus sérieux que la France, dans la mesure où les choses sont plus avancées. Ce travail de mémoire qui a été fait en Allemagne, il fonctionne comme un vaccin, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens réagissent. Ils réagissent là où ils peuvent. Le travail de mémoire, il a été fait en Allemagne de l'Ouest. Et ça vous explique que pendant très très longtemps, des mouvements comme l'AfD ont été extrêmement peu représentés dans les élections en Allemagne de l'Ouest. En Allemagne de l'Est, les gens ont vécu depuis entre 1945 et 1990 avec l'idée, mais ce n'était pas une idée qu'ils avaient, c'était une idée qu'on leur transmettait, qu'ils vivaient dans un État où on n'avait aucun besoin de dénazification intellectuelle, puisque c'était l'État des travailleurs et des ouvriers, et puisque l'État lui-même était dirigé par la résistance anti-nazie. Ce qui n'était pas fou, hein. Je veux dire, des gens comme Honecker avaient effectivement été persécutés par les nazis, avaient fait partie de la résistance. J'ai traduit, moi, notamment plusieurs livres d'un monsieur qui s'appelle Maxime Léo, dont le grand-père était FFI en France, allemand, juif allemand et FFI en France, et qui, à son retour en Allemagne, est allé à l'Est et est devenu un responsable très important du régime de l'Est. Mais ce travail-là, la dénazification du personnel a été faite. Vous ne pouviez pas être fonctionnaire si vous aviez eu simplement votre carte du parti nazi, mais il n'y a pas eu de travail de dénazification efficace au niveau de la pensée, si vous voulez, de la rationalité, parce qu'on considérait que ça n'avait plus rien à voir. Déjà,
pour la théorie stalinienne était que le nazisme n'était pas un phénomène spécifique, mais juste simplement une variante du fascisme capitaliste. Et donc, il n'y avait pas de travail à faire dessus, puisque ça s'était terminé. Voilà. Ce qui escamotait le problème de la Shoah. C'est-à-dire que le problème de l'extermination des Juifs, il est passé complètement à l'as à l'Est, ce qui vous explique que l'AfD, enfin c'est une des explications, il y en a d'autres sociales et politiques, que l'AfD, le parti d'extrême-droite néo-nazi allemand, ait commencé à s'implanter en Thuringe, en Saxe, etc., dans les anciens Länder de l'Est. Voilà. En France, ce travail de mémoire, il est fait aussi. Vous avez partout des conférences, enfin moi j'en fais beaucoup, mais les anciens, les témoins, les rescapés d'Auschwitz n'arrêtent pas d'en faire. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Le problème, c'est qu'on fait un travail de mémoire qui nous concerne à moitié, qui concerne une extermination qui a été décidée d'ailleurs par un pouvoir extérieur à la France, qui permet à M. Zemmour, par exemple, de dire « Ah oui, mais nous, on n'y était pour rien, c'est les Allemands qui nous ont imposé les choses, le maréchal a protégé les Juifs, ce qui est un truc hallucinant, et nous, on n'y est pour rien ». Mais si ces mouvements montent aujourd'hui aussi fort en France, c'est parce que nous, il y a un autre travail de mémoire qu'on n'a pas fait, c'est celui de l'Algérie et de la décolonisation. C'est-à-dire que ce travail de réflexion sur ce qu'a été la guerre d'Algérie, sur le racisme qui s'est installé là-bas et qui a été importé après, quand on a fait venir par dizaines de milliers des travailleurs algériens et marocains qui sont venus faire fonctionner nos usines, qu'on a parquées d'abord dans des bidonvilles. On ne se rappelle plus aujourd'hui. Moi, quand j'étais gamin, je faisais énormément de photographies, j'en fais toujours. Je suis allé à La Défense, j'avais 13 ans, faire des photos. La Défense était un bidonville. Vous aviez tous les ouvriers, une bonne partie des ouvriers qui travaillaient notamment à Boulogne-Billancourt, qui vivaient là-dedans dans des cabanes, dans des baraques. On a oublié ça, cette espèce de parquage systématique. On n'a pas fait ce travail, on ne s'est jamais demandé pourquoi il y avait eu autant de morts en Algérie, on ne sait même pas exactement encore comment. Et surtout, au retour, si vous voulez, le racisme fondamental qui s'était exprimé avant la guerre d'Algérie et pendant la guerre d'Algérie n'a jamais été traité en tant que tel. Même pire, je dirais, traiter ça dans les années 60-70, c'était immédiatement se faire traiter de traître. Donc, si vous voulez, le travail de mémoire, il fonctionne là où il peut. En Allemagne, visiblement, il produit des réactions extrêmement vives quand un mouvement néo-nazi se profile et quand même prend des allures de possible prise du pouvoir. L'AfD a été le premier groupe parlementaire d'opposition en Allemagne, c'est pas rien. Hein. Et chez nous, on a eu des réactions. 2002, 2 millions de personnes dans les rues. Aujourd'hui, on n'a strictement plus rien, alors que les choses sont autrement plus graves. Voilà. Donc, le travail de mémoire, il faut qu'il soit appliqué aussi là où il doit être. Donc, c'est problématique. C'est d'autant plus problématique que les fronts sont renversés, que vous avez une partie de l'extrême droite qui disent « mais regardez, nous, on n'a rien à voir avec les nazis puisque on défend les juifs ». Ça fait partie de la confusion aussi généralisée, si vous voulez, qu'on a en ce moment. Et vous avez une partie de la gauche qui a, de mon point de vue, pris des risques, mais phénoménaux de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a laissé justement ce traitement de la mémoire antifasciste à l'extrême droite, ce qui était ahurissant. Mais bon, ça serait très long à développer. Merci. Bonsoir. Moi, je me demandais, pensez-vous qu'il est légitime de considérer que, par exemple, on ne devrait pas traduire des ouvrages comme Mein Kampf parce qu'on pense que c'est potentiellement dangereux, ou est-ce que, justement, à l'inverse, le traduire comme vous l'avez fait et avec la manière dont vous l'avez fait, c'est plutôt nécessaire ? Dans mon livre, je parle d'un autre exemple, hein, le mythe du XXe siècle de Rosenberg, qui est un livre complètement fumeux, mythique, comme on faisait beaucoup à l'époque, sur les racines nordiques de l'Allemagne, sur les perspectives politiques grandioses et impériales de l'Allemagne, etc. C'est un livre exalté, etc. Il est publié, lui, par une petite maison d'édition d'extrême droite qui non seulement n'a aucun appareil critique, mais le publie avec une préface qui est un éloge vibrant de ce bouquin. Voilà, c'est les risques de ce genre de texte. Donc je ne suis pas du tout pour qu'on traduise et qu'on publie ce genre de livre comme ça. Après, ils existent de toute façon. Hein. Tous ces livres ont été traduits à un moment ou à un autre. Ils sont sur Internet partout. Voilà.
l'idée d'en faire des livres d'histoire, des manuels d'histoire, me paraît productive, avec toutes les réserves qu'il y a pu y avoir, dont on a largement tenu compte dans l'édition de Mein Kampf, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Mein Kampf, ça s'appelle Historiciser le mal. Et c'est un manuel d'histoire plutôt qu'un livre. Là. Donc le travail pédagogique me paraît absolument essentiel. Est-ce qu'il faut rééditer ces livres-là tels quels? Non, certainement pas. Mais ça vaut aussi, par exemple, pour les pamphlets antisémites de Céline. Là, je ne comprends pas, franchement. Je comprends pas. Je suis jamais pour l'interdiction des livres, mais je ne comprends pas l'intérêt de publier ça. Tout le monde sait que Céline a été à la fois un écrivain extraordinaire et un salopard antisémite de premier ordre. Dans un cas, il est très intéressant. Dans l'autre cas, ça n'a rigoureusement aucun intérêt. C'est de la diatribe d'un type qui était, de ce point de vue-là, malade, quoi. Enfin, qui n'allait pas bien. Donc, voilà. Juste pour rebondir à la question à laquelle vous répondiez tout à l'heure, est-ce que, avec la montée de l'extrême droite actuellement, le livre peut connaître un succès particulier, ou a-t-il déjà connu Mein Kampf, vous voulez dire notre édition? Oui. Alors, je vais vous donner des chiffres. On est autour de 10 000 exemplaires vendus. Le livre pèse 4 kilos. On le vend 100 €. Donc, c'est vraiment pas un produit commercial. Ce qu'on sait en Allemagne comme chez nous, c'est qu'il est acheté par des professeurs d'histoire, des journalistes, des historiens. Donc, c'est un manuel, simplement. Je vous dirais qu'il n'y a pas de lien entre la montée actuelle de l'extrême droite en France et la lecture de ce type de texte, parce que ça fonctionne de manière cryptée. Enfin, je l'ai dit, c'est à front renversé, c'est très compliqué. Moi, j'ai des discussions complètement folles avec des néo-nazis qui me disent « mais de toute façon, Hitler était socialiste ». Donc, vous voyez bien, en fait, nous, on défend le camp de... Bon, alors... Il y a des réponses très simples. Je veux dire, Hitler a mené un programme de capitalisme sauvage qui a débouché sur un système d'Auschwitz, qui est un système d'exploitation de l'être humain par esclavage, tout simplement. Les premiers qu'il a envoyés dans les camps de concentration, c'était les gens du Parti social-démocrate et du Parti communiste, qui ont été persécutés par la totalité du régime. Donc ça n'a rigoureusement aucun sens de dire ça, mais il y a des socialistes dans le mot. Bah oui, il y a socialistes dans le mot. Si vous voyez un paquet de morts au rat et qui a marqué Nesquik dessus, vous allez vous en faire une tasse aussi et ça marchera pareil. Voilà. Donc ça avance scripté, si vous voulez. Quand je vous parlais tout à l'heure des mots remigration, par exemple, c'est typiquement une structure de langage dissimulatoire. J'ai jamais entendu ni Zemmour ni Marion Maréchal Le Pen dire clairement ce qu'ils voulaient dire. Ce que ça veut dire clairement, on le sait à cause de cette réunion qui a eu lieu entre l'AfD et des groupes néo-nazis qui ont préparé une liste de pays qui pourraient accueillir des déportés chassés d'Allemagne. Ou en Angleterre, où il y a aussi un projet d'envoyer, je ne sais plus, au Rwanda, je crois, un certain nombre de migrants qu'on va faire repasser là-bas d'office. Ça s'appelle de la déportation, il n'y a pas d'autre mot. Ils ne se fondent jamais sur la pensée d'Hitler, parce que la pensée d'Hitler, elle débouche sur une extermination. Et aucun d'entre eux, jamais ne parlera d'extermination. Même si les projets au bout, quand vous transportez des centaines de milliers de personnes dans des pays, dans des zones hostiles et invivables, débouchent sur la même chose. Avant les projets d'extermination, Hitler aussi avait un projet de remigration. Il s'agissait d'envoyer les Juifs à Madagascar. C'était un projet qui n'a jamais vu le jour, mais qui était tout à fait, dont on a des traces très précises, et envoyer plusieurs centaines de milliers de juifs allemands et d'Europe centrale à Madagascar, c'était les condamner à mort aussi, c'est pareil si vous voulez. Donc personne, je connais absolument personne, à part vraiment chez Rivarol ou chez Soral, etc., qui se réfère à Mein Kampf en disant ça c'est bien, c'est l'ultra-droite, si vous voulez, néo-nazi. Dans l'extrême droite représentée au Parlement, vous n'aurez jamais ce genre de discours parce que ça avance d'une manière nazie, cachée, je veux dire. Mais d'une certaine manière, ce patrimoine non travaillé en France, je n'ai pas parlé de l'Algérie, mais Pétain aussi, ça n'a jamais été vraiment traité, si vous voulez. Le devoir de mémoire
des victimes du pétainisme a été si mal fait qu'on peut aujourd'hui dire que Pétain a protégé les Juifs, ce qui est une aberration complète. C'est terrifiant de dire des choses pareilles. Voilà. Donc, se référer à Pétain chez nous, en se disant finalement c'était pas mal, c'est aussi d'une certaine manière se référer à Mein Kampf. Je me permets une petite question. Quand vous parlez ils avancent justement cachés, on retrouve justement ça, l'extrême droite actuelle, avec notamment la mise en avant de crimes qu'on appelle faits divers, etc., qui témoigneraient de cette forme de dangerosité que peut représenter l'étranger. Enfin, c'est une des stratégies en fait, qu'on observe chez Zemmour sur le fait de montrer que des crimes sont faits par les étrangers, donc les Français sont en danger. Et donc il a même un terme pour ça qui est francocide. Et puis il fait ce rapprochement, comme vous expliquez très bien tout à l'heure, de cette logique qui n'a aucun sens. C'est genre féminicide existe. Alors maintenant, si un Français est tué, on va parler de francocide. Aucun sens, mais bon, voilà, pour lui, ça lui semble tellement logique. Est-ce qu'on constatait aussi cet usage-là, notamment dans le discours d'Hitler et nazi, de mettre en avant des faits très concrets qui témoigneraient d'un danger, voilà, vraiment des Juifs pour la survie des Allemands? Est-ce qu'il y avait ce cas similaire, en fait? Écoutez, il y a la nuit de Cristal est déclenchée par ça. L'assassinat du conseiller d'ambassade von Rath, si je me rappelle bien, va déclencher la nuit de cristal. C'est-à-dire que cet incident qui est relativement isolé, parce qu'il y a peu de résistance juive à l'époque, cet incident va permettre à Goebbels de dire les Juifs sont un danger pour notre sécurité à tous, il faut intervenir. Officiellement, le pouvoir n'intervient pas, c'est la nuit de cristal. Donc la nuit de cristal, c'est le 9 novembre 1938. Dans un certain nombre de villes allemandes, il y a des commandos de la SA et puis des groupes dits incontrôlés qui vont détruire les boutiques juives, mettre le feu aux synagogues, et on embarque un nombre assez considérable de juifs dans les villes pour les emmener dans les premiers camps de concentration de l'époque qui existent déjà, qui ne sont pas encore du tout les camps d'extermination, mais qui sont des camps de concentration extrêmement durs où les gens meurent en quelques semaines. Et c'est sur cette base-là, si vous voulez. Après, dans Mein Kampf, vous trouvez partout, oui, les Juifs sont responsables d'un certain nombre de trucs. Alors, pas forcément les crimes, mais par exemple, Hitler était obsédé par l'hygiène. Et il n'arrête pas de dire que, notamment, les Juifs donnent des pathologies, des maladies sexuellement transmissibles aux jeunes Allemandes. Bon, il y a toute une liste du même type, absolument. Bon, c'est évidemment invérifiable. Ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire désigner l'un des piliers idéologiques du nazisme, c'est Carl Schmitt, qui définit la notion d'ennemi en politique. Et les nazis s'y sont scrupuleusement tenus, c'est-à-dire qu'on désignait successivement des ennemis successifs, qu'on caractérisait. Et voilà, donc vous avez aujourd'hui le même phénomène dans les mouvements complotistes, qui sont d'ailleurs extraordinairement liés au mouvement d'extrême droite. Quand vous regardez sur Twitter les grands comptes complotistes, Trotta par exemple, qui est un des cas les plus particuliers, ou des comptes directement liés à Moscou, comme celui d'Iva Masson, qui en fait s'appelle certainement Sergueï et qui est à Moscou, ces gens-là travaillent très clairement pour l'extrême droite. Et ils utilisent ce type de méthode de dénonciation de l'ennemi. Et cet ennemi, alors il se trouve que c'est le même. C'est-à-dire que quand vous regardez leur cible, c'est Soros, c'est Klaus Schwab, c'est Jacques Attali, voilà, c'est toujours... Il y a une liste de juifs qui sont responsables, qui sont censés composer un vaste gouvernement mondial avec des variantes. Donc certains sont là pour nous mettre des puces dans la tête, d'autres pour exterminer une partie de la planète. Mais c'est dans ce type de discours, si vous voulez, qu'on retrouve vraiment l'essence du nazisme. Et il se trouve qu'il y a des liens extrêmement étroits, en tout cas sur les réseaux sociaux, entre ces comptes d'extrême droite qui sont très peu nombreux, enfin complotistes et d'extrême droite sont très peu nombreux au départ, les spécialistes qui travaillent sur des logiciels informatiques précis pour établir ça, considèrent qu'il y a à peu près une quinzaine de sources de ces messages dans le monde. C'est très très peu. Mais par contre, c'est diffusé à des millions et des millions d'exemplaires, d'autant plus que ça passe par des robots, etc. Et là, vous avez exactement le même type de raisonnement, et c'est extraordinairement dangereux. Et là,
contrairement à ce qu'on a dans l'extrême droite française, qui est très clairement anti-immigré d'une manière générale, vous avez un antisémitisme renaissant qui est extraordinairement violent, extraordinairement dangereux, et qui annonce des mesures, enfin qui appelle à la guillotine en permanence, voilà, c'est très clair. Donc on est là sur un front qui n'est pas politique, mais qui, à mon avis, dans les années qui viennent, va jouer un rôle politique majeur. Et si vous regardez, je reviens à ce qui se passe aux États-Unis, c'est exactement le cas. Le mouvement QAnon, qui soutient très activement Donald Trump, au point que Trump reprend parfois des citations de QAnon. Ce mouvement est un mouvement complotiste d'extrême droite, complètement délirant, anti-vaccin par exemple, persuadé qu'il y a un deep state qui gouverne le monde secrètement, qui reprend les mêmes personnes, Soros, etc. Donc c'est aussi un mouvement antisémite, avec des délires qu'on retrouve aussi dans le pré-nazisme, hein, notamment ces histoires d'enfants qui sont enfermés dans des caves, etc. On a considéré que le film M le maudit de Fritz Lang, ou Nao, je ne sais plus, donc j'ai un trou, je sais ou l'un ou l'autre, a été le précurseur du nazisme. C'est là où on voit tout d'un coup des milices avec des grands manteaux noirs qui s'en prennent à un salopard, hein, puisque c'est un type qui effectivement tue des enfants. Tout d'un coup, la foule devient justicière. Voilà. Et là, vous avez des liens historiques qui sont extrêmement frappants. Oui, tout à fait. Caligari. Ouais. Même le maudit, c'est un film qui pour cette... je crois qu'il est 31, 32, donc c'est avant le nazisme, mais il capte vraiment la violence et surtout, je répète, l'ennemi à abattre. Ça, c'est l'ennemi central. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce langage hypnotique qu'Hitler utilisait dans ses discours et dans Mein Kampf de manière linguistique ? Il faudrait que je vous retrouve un passage. Si vous me laissez une seconde. Parce qu'en fait, il faut lire la manière dont ça fonctionne pour comprendre. C'est après. Désolé, j'aurais dû le mettre avant. Voilà, je vais vous lire juste une phrase pour que vous compreniez comment ça fonctionne. C'est dans le chapitre 2.9 Mein Kampf, donc, qui est consacré au sens et à l'organisation de l'ASA, donc la Sturmabteilung. Or, la guerre a détruit, au cours de ces 4 années et demie d'événements sanglants, l'équilibre interne de ces 3 classes, dans la mesure où, tout en reconnaissant tous les sacrifices du milieu, l'on doit cependant constater qu'elle a mené à une saignée presque complète de l'extrême de la meilleure humanité. Voilà. Je peux vous la relire si vous voulez, mais il y a 780 pages comme ça. Vous comprenez strictement rien, et quand vous analysez en fait ce qui se passe, vous avez des jonctions logiques qu'il met dans son texte, dans la mesure où, par exemple, qui n'ont aucun sens, strictement aucun sens. Du coup, en gros, la phrase en soi n'a aucun sens. Mais quand vous avez 780 pages comme ça, ou même un discours tenu dans une assemblée où il hurle ce genre de phrase, et où il termine à la fin en disant « les Juifs sont coupables », les gens, ils retiennent « les Juifs sont coupables ». Et ils sont persuadés en plus d'avoir un intellectuel face à eux. Mais je le répète, quand vous prenez la structure des discours de Donald Trump en ce moment, c'est exactement la même chose. Toute personne rationnelle se dit mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et ces meetings sont pleins et il gagne en ce moment toutes les primaires. Et enfin, je vous invite à lire c'est plus des tweets puisqu'il a son propre réseau qui est tout social, mais allez lire des textes de Donald Trump pour comprendre ce qui se passe. Et ce type est actuellement, le dernier sondage CNN le donne à 54% contre Joe Biden. Voilà. On est dans des phénomènes analogues. C'est pour ça que je parle d'hypnotisme. C'est que là, on s'arrête sur une phrase qui doit faire 2 lignes dans Mein Kampf,
Vous en avez 780 pages comme ça, qui donnent l'impression d'avoir une pensée, alors que ça n'en est pas une. Et pourtant, il a exercé un pouvoir, avec ses mots, on le sait, dans ses discours, qui fonctionnaient pareil. Donc, il y a un pouvoir de la confusion, il y a un pouvoir du non-sens en politique qu'ils ont exploité, qui lui a permis de cacher un certain nombre de trucs, qui lui a permis d'hypnotiser et de magnétiser les masses, voilà, et qui revient aujourd'hui dans un certain nombre de discours qui ne veulent strictement rien dire et qui pourtant fonctionnent. Bonsoir, j'avais alors c'est pas des questions, une première remarque, mais je le fais parce que je vois beaucoup d'étudiants à nous ici et en tant qu'historien de l'art de la licence, je trouvais le parallèle assez intéressant entre la traduction de Mein Kampf et les questions qui se posent aujourd'hui sur l'exposition des œuvres d'art nazis, des œuvres d'art officielles, dont un seul musée s'est emparé de la question, le musée d'art contemporain de Vienne, qui les expose aujourd'hui en les désesthétisant, c'est-à-dire avec un appareil critique qui intervient. Alors, je ne sais pas si vous avez un avis, c'est un peu une remarque, mais pour faire un parallèle. Et, voilà, mais je ne sais pas si vous avez peut-être un avis là-dessus ou une question sur comment on peut aujourd'hui mettre en œuvre. J'ai pas vraiment d'avis, je ne peux faire qu'une seule constatation, c'est que l'œuvre d'art nazie, elle est fondée sur une théorie qui est qu'il y a un art décadent et que donc il faut retrouver un art authentiquement allemand. Donc l'art nazi qui n'est pas un art, qui est du nazisme, n'est que l'incarnation de ça. À part ça, quand vous prenez le plus célèbre et vraisemblablement le plus doué des artistes sous Hitler, c'est Breker, Arno Breker, vous avez des statues qui rappellent vaguement les statues grecques, qui sont un petit peu germanisées et scandinaves, bon, je ne vais pas le dire, mais qui n'ont absolument, qui n'apportent strictement rien, quoi. Alors qu'ils ont mis au feu, enfin ils ne les ont pas mis au feu, ils ont gardé pour les revendre, mais ils ont mis au feu tout l'expressionnisme, tous les peintres dadaïstes, tous les peintres du surréalisme, etc. Donc... voilà. Alors, est-ce qu'il faut exposer ça ? J'en sais rien. Je ne suis pas commissaire d'exposition, je ne suis pas esthète. Il faut que les gens sachent ce qu'on a fait. On peut trouver Arno Breker agréable. Pas moi, mais je pense que ça doit effectivement l'idée de ces statues. Enfin, je veux dire, entre... je vais pas polémiquer, mais c'est un petit peu quand même... entre une statue d'Arno Breker et des bodybuilders, bon, on n'est pas tellement loin finalement, donc certaines personnes peuvent se reconnaître dans l'esthétique. Et puisqu'on parlait des complotistes, je veux dire, on peut tout à fait imaginer que Breker aurait fait une très belle statue avec les muscles de Booba. Voilà. Fait perdre mon fil de pensée. C'est une esthétique. Je suis désolé, j'aurais pas dû là. C'est une esthétique de la brutalité, de la violence, de la masse des muscles. C'est une esthétique de la guerre en fait. Voilà. Pour Breker, tout à fait. Mais je trouvais aussi il y avait un discours que vous prenez sur la notion de divertissement. Et en fait, un certain nombre d'œuvres d'art nazi sont des peintures qui parlent en fait de la vie quotidienne, mais tout en passant des messages extrêmement lourds derrière, mais avec une sorte de divertissement. Et on retrouve parfaitement ça dans l'art officiel nazi, notamment. Et quand vous parliez de la récupération des racines, ils ont récupéré les racines qui les intéressaient, déformé les autres et dégagé le reste. Tout à fait. En niant, par exemple, les racines médiévales, par exemple, de l'expressionnisme, ou voilà, qui étaient véritables. La deuxième question que j'avais, alors c'est plus là aujourd'hui sur quel avenir on peut avoir. Comment on peut lutter, nous, contre cette transformation, enfin, cet usage des mécanismes en n'usant pas du vocabulaire? J'ai pas de leçon à donner, je sais pas. Je sais pas. Moi, je fais mon travail, donc j'essaie d'expliquer les mécanismes. Mon livre a été, sans me vanter, a été très bien reçu. Il est sorti en octobre 22, on est en février 24. Je continue à voyager jusqu'au mois de juin et le suivant va sortir après. Donc je suis écouté. Il y a des gens, en tout cas, qui écoutent ce que je dis. On a réimprimé le bouquin. Il y a au moins un film, peut-être deux, qui vont en être tirés. Donc ce que je dis, apparemment, sert un tout petit peu à quelque chose. Mais il faut être modeste. Je veux dire, c'est pas moi qui vais... on ne change pas le monde comme ça. Il y a un certain nombre de personnes
qui changent le monde. Par exemple, je vous parlais de cette émission dont je vous ai pas donné le nom, mais il y a une chercheuse qui s'appelle Claire Césaille, si je me rappelle bien, qui est chercheuse au CNRS. C'est Kai, pardon, merci beaucoup, je savais quelque chose qui n'allait pas. Qui a fait un livre absolument extraordinaire sur l'émission de Cyril Hanouna. Vraiment, un très très beau livre. Il y a une autre chercheuse qui s'appelle Cécile Alduy, qui travaille sur le langage de l'extrême droite, et notamment sur le langage de Zemmour. Mais je pense qu'à force, si vous voulez, si les intellectuels, plutôt que d'aller passer à la télévision chez Ardisson ou chez encore pire, chez Hanouna, ou ailleurs, faisaient vraiment ce travail-là tous, on arriverait peut-être à recréer une pensée de résistance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a un point de lutte où là, tout le monde peut se battre, c'est les réseaux sociaux. Et ça, je m'en occupe, je le fais. Je le fais parce que je considère que j'ai la possibilité de le faire. J'ai la possibilité technique de démonter des discours. Et quand je le fais, c'est des batailles, hein. C'est très compliqué, les réseaux sociaux. Vous faites insulter, vous faites... voilà. Mais ça vaut la peine, parce que vous arrivez vraiment à démonter des choses. Je vous ai parlé de ce compte d'Yves Masson tout à l'heure. Ça fait 3 mois que je lui réponds en l'appelant Boris, en lui disant, là, je trouve que je parle le russe, donc je suis capable de retrouver ces russismes, si vous voulez, dans le texte. Et l'autre jour, c'était très très drôle, parce que apparemment, Yves Masson a été remplacé, elle devait être en vacances pendant 3 jours, et donc il y a eu un autre troll moscovite qui l'a remplacé. Et tout d'un coup, on a vu apparaître des tweets avec des véritables phrases staliniennes. C'est-à-dire, mais je ne l'ai pas là malheureusement, mais on avait des trucs, c'était les agriculteurs sèment l'apocalypse magnifique sur les Champs-Élysées avec leurs immenses tracteurs. Et ça, quand vous connaissez la propagande stalinienne, c'était les films sur les soviétiques, tractoristes, les conducteurs de tracteurs soviétiques, vous les voyez arriver à 50 sur les champs, enfin c'était tout l'avenir de l'Union soviétique, et c'était fantastique, quoi. Et bon, j'ai fait ce travail-là pendant 3 mois. Yves Masson, elle répond pas, elle répond personne parce qu'elle n'est pas là pour ça, elle est faite pour envoyer des messages de haine et de désagrégation des pouvoirs démocratiques. Sauf que maintenant, tout le monde sait que c'est un troll russe, si vous voulez. Et là, je n'ai pas été le seul à faire ce travail, mais je crois que j'ai été un des principaux au début à expliquer pourquoi ces messages venaient de Moscou. Et ce sont des messages d'extrême droite, hein, c'est vraiment des messages qui prônent et le racisme, voilà. Ce travail-là, il est concret, il se fait, et on est quand même assez nombreux à le faire. Et je pense que ça peut porter des fruits à un moment ou à un autre. Voilà. C'est les 2 seules réponses concrètes que je peux vous donner, et elles ne sont pas bien lourdes, hein. Et après, il faudrait simplement qu'on ait un personnel politique qui soit à la hauteur. Et là, c'est pas de mon ressort. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être clore la séance, mais voilà, encore un grand merci d'avoir accepté merci à vous. Notre invitation. Merci beaucoup. Il y a juste une petite chose dont je n'ai pas parlé, et je regrette, et elle vous concerne directement. Dans la structure du nazisme, dans les racines les plus profondes, il y a la haine du savoir, la haine de l'enseignement. Et alors ça, par contre, tout le monde peut lutter contre ça. Je veux dire, en particulier, les campagnes très régulières, très profondes de dénigrement de l'éducation en France, quelle qu'elle soit, du niveau des étudiants, du niveau, etc. Partout où je vais, moi, je trouve des gens passionnants, qui ont un niveau de savoir et de culture exceptionnel. Ça, c'est à vous aussi de vous battre pour dire ça suffit.